Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de présentation de la loi de finances organisée par l'Ordre des experts comptables de la région Grand Est, les organismes de gestion agréés, le CGA Alsace et le CPG, et en partenariat avec les chambres des notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette présentation est cette année découpée en 3 émissions distinctes. Nous traiterons dans cette séquence les mesures qui sont prises dans le cadre de la crise sanitaire. Les dispositions relatives à la fiscalité des particuliers et celles des entreprises se trouvent également à votre disposition sur ce même site internet, celui des organisateurs de cette conférence. Pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir de saluer Corinne Elsass, des organismes de gestion agréés. Bonjour. Bonjour. Et Franck Naffien, expert comptable. Bonjour également, Franck. Bonjour. Alors, avant de commencer, j'ai 2 précisions importantes à vous communiquer. D'abord, la documentation qui a été réalisée par les partenaires de cette opération est également à votre disposition sous forme d'un PDF, également sur les sites des organisateurs. Et il vous sera possible aussi de poser des questions au cours de cette mission, ou plus tard, si cela vous vient, des réponses personnalisées vous seront bien évidemment transmises. Alors, nous démarrons, Franck, avec les PGE, le Fonds de solidarité, même si certains éléments, comme le taux de garantie BPI, restent encore à préciser. Une précision également, c'est les prêts à tout et rebond. Nous ne les aborderons pas parce qu'ils ne font pas partie de la loi de finances. Rendez-vous chez votre expert comptable et dans les OGA, tout simplement pour avoir les précisions. Franck, on commence par le PGE. PGE, prêt garanti par l'État, introduit notamment par la loi de finances la 3e loi de finances rectificative 2020 et maintenant la loi de finances 2021 qui le modifie un petit peu. Je rappelle juste le principe, même s'il a été beaucoup communiqué dessus. C'est un prêt qui est accordé par les banques à destination des entreprises pour renforcer les fonds propres et les aider à passer en trésorerie la période de crise sanitaire actuelle. La particularité, c'est que ce prêt étant garanti par l'État, il n'y a pas de caution bancaire et même s'il y a une étude de la part de la banque, l'étude est très rapide puisqu'il a la garantie de la BPI qui est accordée presque systématiquement. Ce prêt, dans son schéma d'origine, était accordé pour 1 an sans intérêt et ensuite remboursable sur une période de 1 à 5 ans. La garantie de la BPI va de 70 à 90% selon le type d'entreprise, pas de garantie complémentaire pouvant être demandée aux dirigeants d'entreprise. Ça, c'était le principe qui a été mis en place lors du premier confinement. L'évolution pour 2021, c'est que tout d'abord, première difficulté, ce prêt qui était prévu à être à 1 an sans intérêt est arrivé à échéance. Quid des entreprises qui ne peuvent pas rembourser ce prêt au bout d'1 an? Elles pouvaient le transformer en prêt amortissable, mais désormais, grâce à la loi de finances 2021, et on peut de nouveau repartir sur une année de franchise de paiement, ce qui fait qu'on aurait un différé de paiement de 2 années au lieu de 1 an. Attention, cette 2e année n'est pas sans intérêt. Il y a un taux d'intérêt sur cette 2e année de franchise de paiement, mais extrêmement faible. Le prêt global dans sa durée totalité, le taux varie entre 1 et 2,5%, garantie de l'État incluse. Donc ce sont des taux plutôt faibles pour aider les entreprises. Alors, autre dispositif et autre mécanisme, Corinne, les fonds de solidarité. Un fonds de solidarité, effectivement, ça, ce sont des dispositifs qu'on connaît depuis le début de la pandémie et c'est un dispositif en fait qui a évolué au gré de l'évolution de la pandémie, des confinements, déconfinements, reconfinements, etc. Et je crois qu'on n'est pas au bout avec ce qui se profile. Là, on va s'intéresser en fait à ce qui s'est passé au mois de décembre 2020, puisque au mois de décembre, en fait, on a eu en fait une augmentation, je dirais, en valeur de ce dispositif, puisque les aides pourront dorénavant aller jusqu'à 200 000 euros par mois. Alors en fait, l'aide est déclinée, je dirais, en fonction de la situation des entreprises, puisque toutes ne sont pas dans la même situation. Il y a en fait les entreprises qui ont l'interdiction d'accueillir du public. Exemple, les restaurants, les salles de sport, les salles de spectacle, fermeture administrative. Ces entreprises-là vont pouvoir bénéficier en fait d'une aide jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mensuel dans cette nouvelle limite de 200 000. Ensuite, il y a le secteur S1 qui est en fait le secteur du tourisme, de l'événementiel, du sport. C'est un secteur dans lequel les entreprises sont ouvertes, mais je dirais ne fonctionnent pas comme d'habitude. Elles peuvent bénéficier d'aide lorsque les pertes de chiffre d'affaires sont supérieures à 50%, je dirais, du temps normal. Donc là aussi, l'aide va pouvoir aller jusqu'à 15% du chiffre d'affaires mensuel. Ensuite, il y a le secteur S1 bis.
Il faut aller dans la documentation pour voir toute la liste parce que c'est assez impressionnant. Le secteur S1 bis est en fait le secteur des entreprises qui dépendent du secteur S1. Donc là aussi, les aides vont pouvoir aller jusqu'à 80% du chiffre d'affaires. Donc bon, il faut plonger dans la documentation, mais en fait, il y a des choses intéressantes et surtout, il ne faut pas oublier de faire les demandes en temps et en heure. Rendez-vous évidemment sur le PDF qui est à votre disposition sur les sites web des organisateurs de cette conférence loi de finances. Et pour d'autres précisions sur l'action publique, nous avons rencontré Madame Collonja, la directrice de la DGFiP. L'administration fiscale, dans le cadre de la crise sanitaire, a eu un rôle prépondérant en ce qui concerne le financement et le contrôle du fonds de solidarité. Donc la DGFiP a dû prendre toutes les déclarations du Fonds de solidarité, les demandes et les contrôler et les mettre en paiement. Dans le Grand Est, 122 579 entreprises ont bénéficié du Fonds de solidarité pour un montant de 738 millions d'euros. En plus de ce Fonds de solidarité, on accorde des mesures de bienveillance au regard des délais, au regard du remboursement anticipé des crédits d'impôt, recherche, tous les crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises, et également nous accélérons les remboursements de crédits de TVA. Alors, dans les dispositifs d'aide qui sont nombreux, on le sait, il y a maintenant également des nouveautés à propos du secteur du commerce et de la montagne. Oui, alors les stations de montagne, effectivement, on voit bien qu'actuellement, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. On en a beaucoup entendu parler. Et donc, en fait, les commerces des stations de montagne et des environs peuvent être éligibles aux aides sous condition. Donc, il faut que les entreprises aient moins de 50 salariés et il faut que les pertes de chiffre d'affaires soient supérieures de 50% à ce qui a été réalisé, par exemple, en décembre 2000. Des années précédentes, d'avant-crise. Voilà, c'est ça, pardon. Et donc, l'aide, là aussi, pourra aller jusqu'à 80% de la perte. Et il y a, en fait, toutes les autres entreprises, fonds de solidarité que l'on connaît déjà, en fait, depuis le début de la pandémie, qui continuent d'être reconduits, donc dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui subissent des pertes de chiffre d'affaires supérieures à 50% mensuellement. On a toujours encore cette aide de 1 500 € mensuels qui continue d'être allouée. Merci Corinne, merci Franck. Autrefois, on parlait du chômage technique, puis après, il y a eu le chômage partiel. Maintenant, voici l'activité partielle. Franck, vous nous expliquez tout ça, s'il vous plaît. Alors, l'activité partielle, concerne différents types d'entreprises, distingue différentes catégories d'entreprises, mais le découpage n'est pas le même que pour le fonds de solidarité. Donc attention à ne pas commettre d'amalgame entre les entreprises concernées pour le fonds de solidarité et celles pour l'activité partielle. Nous avons pour l'activité partielle les entreprises qui sont considérées comme appartenant aux secteurs les plus touchés ou connexes. Ça concerne les entreprises qui ont une interdiction d'accueil du public ou dont l'activité a été interrompue partiellement ou totalement en raison d'une obligation fixée par la loi, par un règlement ou par une décision administrative. Ça concerne aussi les entreprises qui sont dans des secteurs particulièrement touchés, ce qu'on appelle les secteurs connexes à ces premières catégories, et qui ont une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% entre le 15 mars et le 15 mai 2020, et qui pouvaient réaliser l'essentiel de leur chiffre d'affaires avec ces fameuses entreprises qui étaient fermées administrativement. Bénéficient également depuis le 1er décembre 2020 d'un régime dérogatoire les entreprises implantées dans une commune support d'une station de montagne, puisque l'on sait que les stations de ski notamment ont particulièrement souffert de cette pandémie, et qui sont situées également dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ou qui mettent à disposition des biens et des services à des stations de ski et dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50% par rapport à l'année dernière. Ce taux d'activité partielle évolue en fonction de la période à laquelle il s'applique et on a essayé sur ce tableau de vous résumer à peu près 15 diapositives, 4 lois de finances, quelques décrets, plus de 200 arrêtés. Vous voyez dans ce tableau que les taux d'indemnisation et d'allocation qui sont versés à l'employeur varient. Ils varient à la baisse. On part de 70% d'indemnisation salariée du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 pour descendre jusqu'à 60%
à partir du 1er juillet 2021, les indemnisations aux employeurs allant de 60 à 36%. On voit l'évolution dans l'infographie qui vous est projetée. Rendez-vous, mesdames, messieurs, sur le PDF, toujours disponible évidemment, sur les sites internet des organismes qui ont mis au point cette série d'émissions Loi de finances 2021. Alors, nous changeons de sujet. Nous passons maintenant au traitement fiscal et social des aides. Alors, Corinne, c'est à vous, mais dans mon oreillette, on me dit qu'il y a eu une actualité très forte et très récente à propos de votre intervention. Vous avez même le droit de vous faire aider sur votre portable, parce qu'en fait, c'est Bercy qui vient de vous envoyer à l'instant toutes ces informations. On vous écoute, Corinne. Oui, en fait, alors les aides du Fonds de solidarité qui ont été versées, que ce soit aux sociétés ou aux travailleurs indépendants, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et sont également exonérées de toutes les cotisations ou contributions légales ou conventionnelles. Ça, c'est quelque chose, je dirais, qui était connu. Par contre, je dirais, le dispositif de neutralité fiscale était subordonné en fait à une décision de la Commission européenne, qui devait effectivement valider le fait que ces aides étaient conformes à la réglementation européenne. Cette décision est intervenue le 20 mai 2020. Donc, l'administration vient de préciser que la neutralité fiscale des aides est accordée pour toutes les aides versées pour des exercices clos postérieurement au 21 mai 2020. Alors, pour éviter en fait de défavoriser les entreprises qui ont perçu des aides et qui ont clôturé un exercice avant le 21 mai 2020, Bercy vient de préciser que ces aides sont également exonérées d'impôts et de cotisations, mais par contre, ces aides rentrent dans la réglementation des minimi. Ce qui veut dire qu'en fait, les aides postérieures, et notamment les aides relativement importantes dont on vient de parler pour le Fonds de solidarité décembre 2020, ces nouvelles aides, donc postérieures, pour les exercices clos postérieurement au 21 mai 2020, ne rentrent pas dans la réglementation des minimi. Autre point que je souhaitais souligner, en fait, il y a eu d'autres aides qui ont été versées en fait par les caisses de retraite. La CNBF, la caisse de retraite, la Caisse nationale d'allocation vieillesse des professions libérales, ainsi que la Caisse de protection sociale des travailleurs indépendants. Ces caisses ont eu le droit de prélever sur leurs réserves pour verser des aides aux entreprises touchées par la pandémie. Ces aides sont également exonérées d'impôts et de cotisations et de contributions au même titre que le Fonds de solidarité. Ce qu'il faut encore souligner, précision supplémentaire qui a été donnée en fait par la loi, c'est qu'en fait la neutralité va relativement loin, puisque ces différentes aides qui ont été touchées par ces entreprises ne rentrent pas dans la détermination de certains seuils, notamment le seuil de chiffre d'affaires des micro-entreprises, ainsi que le seuil pour l'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises, article 151 septies. Donc neutralité en matière d'impôt sur le revenu et de cotisation, mais également pour l'application de dispositifs qui font appel en fait à des limites de chiffres. Alors premier point, pour celles et ceux qui en auraient vraiment envie d'en savoir plus, le PDF. Le deuxième point, c'est évidemment, pour celles et ceux qui en auront besoin, c'est-à-dire tout le monde, rendez-vous chez les organismes de gestion agréés et chez les experts comptables pour s'en tirer avec toute cette histoire. Et en tout cas, merci d'avoir donné l'actu chaude du jour. Bon, si j'ai bien compris quand même votre explication, il y a des exonérations, mais notamment pour les micro-entrepreneurs, il y a quand même des obligations déclaratives. Oui, alors eux, en fait, ils étaient dans une situation un peu particulière, puisque là, on va parler en fait des micro-entrepreneurs qui ont opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce sont en fait des personnes qui déclarent mensuellement ou trimestriellement leurs recettes ou leur chiffre d'affaires à l'URSSAF et versent une cotisation qui comprend non seulement les cotisations sociales, mais également l'impôt sur le revenu. Ils ont bénéficié en fait d'un allègement de cotisation au courant de l'année 2020 et cet allègement en fait a été réalisé en permettant de déduire une partie du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées mensuellement ou trimestriellement. Ce qui veut dire qu'en fait, les cotisations ont été calculées sur une base minorée, ce qui a permis mathématiquement cet allègement. Mais par contre, du coup,
tout aussi mathématiquement, l'impôt sur le revenu n'a pas été prélevé sur la bonne assiette, puisque tout a été calculé sur une base minorée, non seulement les cotisations sociales, mais aussi l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, ces personnes-là vont avoir une obligation spécifique. Dans la déclaration de revenus 2042 qui sera à faire au printemps prochain, ils vont devoir déclarer, en fait, dans une zone spécifique de cette déclaration, le montant des recettes qu'ils n'ont pas déclarées au courant de l'année 2020 à l'URSSAF pour le calcul des cotisations. Donc en fait, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt, simplement c'est pour permettre de payer l'impôt sur la véritable base. Merci beaucoup. Alors Franck, il y a encore une exonération, c'est l'épargne retraite anticipée pour les indépendants. Les travailleurs indépendants peuvent, je le rappelle, se constituer une épargne retraite par différents dispositifs, notamment Madelin. Épargne retraite qui, une fois qu'on a investi, que les fonds sont investis dans l'épargne retraite, ne peuvent normalement plus être débloqués, du moins pas sans sanction fiscale et sociale, avant leur départ à la retraite. C'est bien pour ça que ça s'appelle une épargne retraite d'ailleurs. Compte tenu de la situation actuelle, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a donné la possibilité aux travailleurs indépendants de débloquer une partie de leur retraite de cette épargne retraite de façon anticipée dans la limite de 8 000 € et corrélativement à cela, créer une réduction d'impôt dans la limite de 2 000 € de cet impôt qu'aurait créé ce déblocage anticipé. Attention, on reste quand même assujetti aux prélèvements sociaux sur cette épargne retraite qui a été débloquée. Le dispositif n'est que fiscal. Alors, on va rester dans le côté social. L'URSSAF semble faire preuve de bienveillance à l'égard des entreprises très affectées par la crise, mais quand même sous condition. Absolument. Première condition, l'entreprise ne doit pas avoir été condamnée pour travail dissimulé dans les 5 dernières années. Ça semble quand même logique comme raisonnement. Plusieurs dispositifs d'aide par l'URSSAF. Tout d'abord, une exonération totale des cotisations patronales pour certaines entreprises. Globalement, c'est quand même la plupart des entreprises, puisque ça concerne pour les entreprises de moins de 250 salariés, celles qui sont particulièrement affectées par les conséquences de la pandémie, hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, transport aérien, ainsi que les entreprises de moins de 10 salariés, quel que soit le secteur d'activité, à partir du moment où elles étaient impactées par cette pandémie. L'exonération porte pour les entreprises des secteurs particulièrement affectés sur les cotisations de février, mars, avril, mai, alors que pour les autres entreprises, donc moins de 10 salariés d'autres secteurs d'activité, l'exonération porte sur les cotisations de février, mars, avril. Cette exonération de cotisation, on a eu l'info à la troisième loi de finances rectificative, c'est-à-dire courant septembre, et il fallait en faire la demande sur la déclaration de cotisation sociale au titre du mois de septembre, de la DSN, à faire avant le 15 octobre. Timing très très serré, qui la plupart du temps a pu être fait, mais l'administration, l'URSSAF est particulièrement bienveillante et elle continuerait à autoriser les entreprises à demander cette exonération pour les entreprises qui n'ont pas encore pu la demander. C'est pas trop tard, on pourrait encore la demander. D'accord. Il y a par ailleurs encore des aides au paiement, des cotisations, des plans d'appurement de dettes de cotisation. Voilà. Alors, deuxième aide, on avait l'exonération totale. Les entreprises qui bénéficient de cette exonération totale, les mêmes bénéficient également d'une aide au paiement. Une aide au paiement qui est de 20% des cotisations sociales qui dues pendant la même période, c'est-à-dire soit de février, mars, avril, mai pour les entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel, hôtellerie, restauration, transport aérien, soit de février, mars, avril pour les autres entreprises des secteurs de moins de 10 salariés. Cette aide au paiement est à imputer sur les cotisations sociales à verser jusqu'à épuisement de cette aide. Donc un plan d'appurement des dettes de cotisation sociale patronale et salariale, remise partielle des cotisations patronales. Ça, c'est le troisième volet pour les autres entreprises et également pour les très grandes entreprises. Cette fois-ci, un plan d'appurement des dettes avec notamment une réduction de plus de 50% du chiffre pour les entreprises qui connaissent subissent plutôt une réduction de plus de 50% de leur chiffre d'affaires entre le 1er février et le 31 mai 2020. Merci. Alors, Corinne, c'est un petit peu en marge des compétences strictes des OGA et des experts comptables, mais vous êtes souvent questionné sur ces points-là. Les personnels d'établissements de santé ont bénéficié de primes exceptionnelles. J'ai bien peur qu'il va falloir certainement leur en donner de nouvelles.
il y a des conditions d'exonération pour les établissements publics et privés et des conséquences aussi fiscales à titre personnel. Quelques explications. Oui, donc là, on parle effectivement du fameux personnel qui était en première ligne, notamment lors de la première vague et qui continue de l'être. Il y a des exonérations, en fait, on en parle parce que il sera important de connaître ces dispositions quand on fera les déclarations d'impôt sur le revenu. Donc effectivement, il y a un dispositif pour le personnel salarié. Donc là, on parle de personnel salarié des établissements publics et des établissements privés. Il y a des petites subtilités de différence. Donc pour le personnel salarié des établissements publics, il y a une prime de 1 500 € qui a été attribuée et cette prime est exonérée. Et cette prime n'est pas cumulable avec la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. En ce qui concerne le personnel salarié des établissements privés, la prime n'était pas limitée, mais par contre, le plafond d'exonération est fixé à 1 500 € et la prime peut se cumuler avec la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, il va être question de l'abandon, de la renonciation des loyers qu'un certain nombre de bailleurs ont consenti à leurs locataires. Alors, ce sera un traitement fiscal particulier autour de ces largesses, Franck ? Voilà, dispositif qui a été un peu introduit par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, c'est la déductibilité des abandons de loyers par les propriétaires, puisque bien sûr, vous avez des sociétés qui ont dû fermer leur activité, elles n'avaient plus de rentrée de trésorerie, forcément se posait le problème du paiement du loyer. Cette loi de finances a précisé que lorsque le bail est consenti à une entreprise, donc ça ne concerne pas les locataires particuliers, mais bien que les entreprises, et qu'il n'y a pas de lien de dépendance entre le bailleur et le preneur. Oui. Il ne faut pas que le bailleur soit en fait une société civile immobilière détenue par les mêmes personnes que celle qui gère le preneur, qui est la société d'exploitation. À ce moment-là, ce montage ne marchera pas. Mais s'il n'y a pas de lien entre le bailleur et le preneur, les loyers abandonnés entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 sont déductibles chez le preneur, chez le bailleur, pardon, et chez le preneur, eh bien, en fait, leur déficit est majoré de ces loyers qui ont été abandonnés. Sur le plan fiscal, bien sûr. Oui. Ça, c'est pour la déductibilité de l'abandon. Mais il a aussi été créé un crédit d'impôt. Et ça, c'est l'article 20 de la loi de finances pour 2021 qui le pérennise et qui précise que le bailleur qui accorde un abandon de loyer à une société de moins de 5 000 salariés, dite société saine, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été en redressement ou en liquidation judiciaire au cours des 2 dernières années notamment, et dont l'activité principale est dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire ou qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public. On a quand même quelques petites conditions. À ce moment-là, le crédit d'impôt pour le bailleur est égal à 50% du loyer abandonné, voire 2/3 du montant du loyer abandonné si le preneur emploie plus de 250 salariés, sachant que le loyer de base, ce sera le loyer du mois de novembre 2020. Donc on prendra le loyer du mois de novembre 2020, fois le nombre de loyers abandonnés, de mensualités abandonnées, fois le taux du crédit d'impôt, 50 ou 66%. Alors, nous allons maintenant parler un peu de TVA. Dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures générales ont été prises également. C'est juste pour se rappeler quand même que la TVA en France, c'est quand même à peu près 2 fois le montant de l'impôt sur le revenu. Oui, financièrement, c'est important. Donc c'est important. Donc quelques précisions, Corinne, s'il vous plaît, sur les taux réduits. Bon, c'est un peu marginal, c'est le cas de le dire, mais... Oui, alors effectivement, le taux réduit a été instauré sur les masques, les tenues de protection ainsi que les produits d'hygiène corporelle permettant de lutter contre le Covid. Le gel hydroalcoolique. Donc le taux de 5,5 est entré en vigueur au mois de mars. Il y a une entrée en vigueur un peu différée selon qu'on est dans des opérations domestiques ou intracommunautaires. Mais en gros, voilà, 5,5 sur des éléments très indispensables actuellement. Et nous avons également un taux réduit à propos des tests. Ah, c'est même pas du taux réduit, c'est du 0%. C'est du 0%, c'est très réduit. C'est très réduit. Effectivement, 0% sur tout ce qui est test Covid et vaccin. Donc là, l'entrée en vigueur du taux 0, c'est 15 octobre 2020 et ce taux reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 pour le moment. Pour le moment. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que ces mesures étaient marginales, ce qui n'est bien sûr pas faux. Mais nous avons quand même en Alsace 6 entreprises qui fabriquent des masques
et pour certaines avec des volumes tout à fait conséquents et tout à fait considérables. Alors, autre thématique, le contrôle fiscal, parce qu'évidemment l'État fait preuve de beaucoup de largesse, et c'est absolument vital, tout le monde le sait, mais quand même ça ne signifie pas que l'État va tout laisser faire. Non, mais effectivement, pendant le premier confinement, l'administration avait suspendu tous les contrôles fiscaux et ils avaient totalement interrompu toutes les procédures en cours. Cette interruption était du 12 mars au 23 août 2020. Donc pendant une période de 165 jours, quelque part, il n'y a pas eu de travaux faits par l'administration fiscale dans le cadre de contrôles ou d'opérations de ce type. On pourrait tendance à penser que dans la mesure où on a des délais de prescription qui éteignent certaines actions, que on pourrait on va gagner un petit peu 165 jours un peu gratuitement. Mais non, en fait, il est prévu que les délais de prescription soient prolongés de 165 jours pour tenir compte de cette suspension et de cette absence de travaux de l'administration fiscale pendant cette période. Donc cette suspension vaut pour tous les délais. On a des prescriptions à 3 ans, à 6 ans, à 10 ans. Ils sont tous prolongés. Donc, par exemple, lorsque vous recevez une proposition de rectification qui concerne l'année 2017, théoriquement, délai de prescription sur 3 ans, cette rectification, la prescription, c'est au 31 décembre 2020. Donc on ne pourrait plus aujourd'hui réclamer par rapport à cette proposition que l'on a reçue. Du fait d'une prolongation de 165 jours des délais, on a jusqu'au 14 juin 2021 pour pouvoir contester cette proposition de rectification. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'erreur dans ces dates prolongées, plus ou moins On peut s'attendre quand même à de nombreuses erreurs, parce que c'est quand même un petit peu compliqué à mettre en œuvre et il faudra le surveiller de très près et ne pas hésiter à faire appel à vos conseils respectifs en la matière. C'est dit. Et c'est avec cette proposition de rester en contact avec les OGA et avec les experts comptables que se termine cette séquence consacrée aux mesures liées à la crise sanitaire. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre attention, merci de nous avoir suivis. Je me permets également de vous rappeler, on ne le fera jamais assez, que vous avez à votre disposition le PDF qui reprend l'ensemble de la loi de finances avec de très nombreuses précisions que nous n'avons bien sûr pas pu donner dans le cadre de ces 3 émissions. Je vous rappelle également que ces 3 émissions sont disponibles sur les sites internet des experts comptables, des organismes de gestion agréés et des notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les 2 autres, après celle que nous venons de terminer avec vous, Mesdames, Messieurs, sont consacrées à la fiscalité des particuliers et à la fiscalité des entreprises. Voilà, merci beaucoup à vous pour vos commentaires, vos explications. N'hésitez pas, Mesdames, Messieurs, aussi sur les sites de vos organismes à poser des questions. Vous aurez des réponses personnalisées. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au revoir.